est en pleine transition énergétique. Pour mettre en accord notre position de citoyen et notre vie professionnelle, en 2006, on décide de consacrer notre activité à l'architecture bioclimatique et à l'écologie. À ce moment-là, on se met à chercher des filières, différentes filières de matériaux isolants biosourcés. La terre, le chanvre, la botte de paille, la ouate, la laine de mouton. Et à cette époque, on rencontre Luc Foissac et on découvre la filière paille, qui est une filière technique structurée et sérieuse. Construire en botte de paille, c'est bénéficier d'un matériau de qualité qui a un retour d'expérience de plus d'un siècle. Des églises, des écoles, des maisons, construites et isolées en botte de paille aux États-Unis au début du XXe siècle, certaines en botte de paille porteuse, sont toujours en très bon état. En France, nous avons l'exemple de la maison Feuillette, construite en 1920 à Montargis, au sud de Paris, qui est toujours habitée, aujourd'hui propriété du réseau français de la construction paille. Les bottes de paille, qui ont près d'un siècle, visibles depuis les combles, sont en parfait état. En 2007, on a la chance de rencontrer un maître d'ouvrage qui nous pose la question de l'opportunité de réaliser un bâtiment écologique. Ce sont les PEP 64. C'est une association mue par des valeurs de laïcité et de solidarité, dont le principal objectif est d'accompagner les personnes en situation porteuse d'un handicap, que ce soit un handicap moteur, mental ou un handicap social. On a réalisé pour eux depuis les années 2007 2 réhabilitations d'immeubles anciens du 19e siècle et 2 projets d'architecture contemporaine. En 2013, on inaugure le pôle scolaire et médical. Au moment de l'inauguration, le maître d'ouvrage nous confie la conception d'un nouveau projet, le projet de l'ESAT, qui est situé à 200 mètres du précédent. Quand on travaille avec les PEP 64, on travaille avec des équipes multicompétences, des décideurs financiers, des éducateurs, des enseignants, des soignants, dont une particularité est qu'ils aiment leur travail et les gens qu'ils accueillent. Dans cette optique, ils cherchent à réaliser des projets de qualité dans le cadre d'un budget réaliste. Dans la conception d'un bâtiment, il est particulièrement intéressant d'aller toujours plus loin, d'anticiper au maximum les futures réglementations. L'ESAT est très proche d'un bâtiment passif. En hiver, les besoins de chauffage très faibles sont assurés par la ventilation. En été, le confort est assuré sans climatisation. La fraîcheur du bâtiment en période chaude a été constatée par les utilisateurs dès leur installation au mois de juillet. Les besoins d'électricité pour l'éclairage artificiel sont divisés par 3 grâce aux apports de lumière naturelle dans l'ensemble des locaux et à la généralisation de la technologie LED. En plus de consommer très peu d'énergie, l'ESAT est un bâtiment positif. Il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'installation photovoltaïque sur sa toiture sud permet même de produire l'énergie nécessaire à 3 bâtiments similaires. L'ESAT, c'est un lieu de travail qui accueille des adultes handicapés qui ont des handicaps moteurs ou autres. Et ce que le maître d'ouvrage, les PEP 64, nous ont permis de comprendre,
c'est que ces personnes qui ont des difficultés à trouver un travail par ailleurs dans la société vont passer toute leur carrière, toute leur vie professionnelle dans ce bâtiment. Et pour nous, c'était une raison supplémentaire, essentielle, primordiale, de faire un bâtiment de qualité. Ce bâtiment bioclimatique et performant thermiquement est conçu afin de limiter fortement son impact environnemental, avec notamment l'utilisation de matériaux à très faible énergie grise, avec un bon bilan à gaz à effet de serre, voire même stockant du CO2. Le bâtiment est à ossature bois, avec un isolant botte de paille en mur et ouate de cellulose en couverture. On peut dire que la conception bioclimatique, c'est l'art de résoudre des questions simultanément et de manière écologique. Au lieu de fonctionner de manière conventionnelle, comme dans les années 80, par addition de compétences successives dans le projet, aujourd'hui, dès la première phase de conception du projet, on travaille avec tous les partenaires qui constituent l'équipe de maîtrise d'œuvre, à savoir nous-mêmes, architectes, nous sommes 2, avec l'énergéticien Olivier Martinez de Enerco Conseil, avec l'ingénieur structure bois sur ce projet, c'est Stéphane Lamouille du BET Le Fil du Bois, avec un ingénieur en fondation et en fluide, donc c'est Alain Ducournau du bureau d'études techniques Actibat Aquitaine, pour tout ce qui concerne la ventilation, le chauffage, tout ce qui est réseau dans le bâtiment. Et cette manière d'associer dès le départ ces compétences, c'est une évolution majeure et efficace de notre pratique professionnelle. La chronologie de la fabrication se déroule tout d'abord dans les ateliers Ourcade. Après, c'est usiné à la machine de taille qui est derrière. Et après, nous assemblons les murs ici en 3 étapes. Une partie assemblage de la structure, des montants bois. Après, nous posons le panneau de contreventement de OSB en 18 mm. Et après, nous le retournons, nous remplissons de paille. Et après, tout le reste des opérations se déroulera sur le chantier. Nous allons lever les murs et ensuite appliquer un revêtement extérieur en algépan, une isolation complémentaire. Et après, il y aura double tassautage et puis un bardage qui viendra faire le revêtement final. Le budget global de ce bâtiment est sans surcoût, 1 250 € hors taxe par mètre carré hors VRD, 1 360 € hors taxe par mètre carré avec la production photovoltaïque. Ce bâtiment, lauréat de l'appel à projet Bâtiment Aquitain Basse Énergie, bénéficie d'aides financières de l'ADEME et de la région Aquitaine de 100 000 €, soit 100 € par mètre carré. On a été consulté sur le projet des ZAT. Ils avaient déjà un bâtiment, ils ont déjà un bâtiment. Sur lesquels il y a des problèmes de confort et notamment de courant d'air, en particulier en hiver. Et nous, on a déjà une réalisation à côté d'une école qui a été isolée en paille, qui a obtenu également une distinction, un prix de l'ADEME pour ses performances énergétiques et environnementales. On avait un bâtiment très bien isolé, avec de la paille sol au plafond, des bottes de paille de 36-37 cm, donc ça fait une résistance thermique qui est équivalente à ce qui constitue la norme pour une maison passive. Grâce à l'inertie de transmission des parois en paille et l'inertie d'absorption de la terre, on a un confort d'été sur cette école qui a été validé, mesuré par l'ADEME,
qui est très important, puisque pendant la dernière canicule là, de juin-juillet 2015, alors qu'on avait des températures qui sont montées à plus de 38 degrés en journée, dans l'école, dans les salles de classe, on n'a pas atteint les 27 degrés. Sans climatisation, sans surventilation nocturne, sans rien du tout. Donc NESAT, c'est un atelier artisanal, industriel. Et une des particularités, c'est que on a des renouvellements d'air imposés par le Code du travail qui sont importants et qui peuvent constituer une faiblesse de projet, puisqu'on va avoir beaucoup d'air neuf à amener et donc beaucoup d'air frais qui rentre dans le bâtiment et qui refroidit le bâtiment, donc des besoins de chauffage assez importants. Donc dès le début, on a vu que la problématique de l'air était essentielle, et puis allait orienter notre projet. Donc on s'est dit, puisqu'il faut renouveler beaucoup l'air, il faut faire autre chose avec l'air, pas simplement lui donner un rôle hygiénique, on va également lui donner un rôle thermique, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait simplifier le bâtiment en faisant que l'air amène la chaleur dans ce bâtiment. En plus, on avait, par rapport à la vocation industrielle, il fallait que le bâtiment soit assez ouvert, assez open space. Alors c'est tout à fait faisable d'amener des calories par l'air, mais l'air a une capacité calorifique très faible, ce qui fait qu'on peut amener très peu de calories. Donc si on peut amener très peu de calories, il fallait un bâtiment super isolé, pour pas qu'il y ait de fuite par les parois, et en plus super étanche, pour pas qu'il y ait d'infiltration d'air froid dans le bâtiment. Et un bâtiment qui est à la fois super isolé et super étanche, en fait on est dans le concept passif de Passive House Institute, donc un concept allemand qui date d'une vingtaine d'années. Parmi les nombreuses spécificités de la commande, le maître d'ouvrage, les PEP, pour assurer plus de confort à ses utilisateurs, nous a demandé spécifiquement un bâtiment modulable, évolutif, notamment par exemple pour qu'on puisse brancher n'importe quel appareil, équipement sur les réseaux électriques ou d'air comprimé selon ses besoins et selon l'évolution de l'activité à l'intérieur du bâtiment. Pour répondre à cette demande, avec le fil du bois, on a conçu de grands volumes libres de toute structure, sans poteaux ni poutres apparentes. Pour nous, une prouesse technique et architecturale peut rester discrète. À l'inverse de l'école, ici on a un bâtiment avec une inertie légère qui l'amène à être prêt à varier en température facilement. Du coup, nous, notre idée, ça a été de chauffer tout le temps à la même température, de façon à ce que le bâtiment ne change pas de température et ne crée pas d'inconfort. Et puis surtout, c'était intéressant parce que ça nous permet d'éviter les surdimensionnements des machineries. Si on avait mis en place des réductions de température en période nocturne, par exemple, on se serait retrouvé à devoir relancer fortement le chauffage au matin, puisque le bâtiment n'a pas d'inertie. Donc nous, cette idée de sous-dimensionner, on va dire, le système de chauffage, de façon à apporter tout le temps les mêmes calories, et la pompe à chaleur fonctionne toujours au même rythme, tranquillement. Si ce n'est pas à fond, c'est en tout cas dans 75% de puissance, on va dire, en permanence. Par contre, si on a une problématique de machinerie, qu'on ne peut plus chauffer, ou on a testé la période la plus froide de la saison, en plein hiver, vu que le dimensionnement des machines est faible, ça va être très long de faire remonter le bâtiment en température. C'est-à-dire l'ordinateur surveille la température, comme il sait qu'il a peu de puissance sous la mer, il va se préparer bien à l'avance, sachant la courbe de montée, à quelle heure il va redémarrer. Par exemple, à minuit, s'il voit qu'il fait 15 dans le bâtiment, ben il sait qu'à minuit, il faut que je redémarre
pour que j'ai mon 19, 20, voire 21 dans mon bâtiment quand les occupants arriveront. C'est la première fois qu'on fait cette construction. Ça vient de suite à l'atelier, taillé sur une commande numérique. De là, c'est du montage et on arrive avec des caissons préfabriqués, tout isolé. Ce que je trouve très bien, c'est les largeurs de murs. C'est beaucoup plus facile pour le réglage. On voit vraiment que ce concept est vraiment au point. C'est tout au millimètre près. Donc 3 semaines pour un bâtiment de 1200 m². Je pense que c'est pas mal. Réglementairement, il faut au minimum que est devenu le minimum est ce qu'il faut. Nous sommes opposés à ce glissement qui n'est pas que sémantique. Dans notre manière de concevoir, d'interagir avec les normes, nous considérons les normes et les réglementations comme des bases de travail. Notre travail d'architecte, à chaque fois que possible, c'est de dépasser ces normes pour apporter le maximum de confort. Et c'est valable dans des domaines différents, comme la thermique, l'accessibilité aux personnes handicapées, mais aussi par exemple la qualité de l'air intérieur des bâtiments. D'où ce choix très déterminé d'utiliser des matériaux biosourcés, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale, comme la ouate, la paille, le métis, la laine de mouton, conjointement à un travail technique sur la ventilation du bâtiment, pour apporter une qualité de l'air intérieur qui soit supérieure à ce qui se fait actuellement ou ailleurs. L'idée, c'est qu'on amène de l'air propre en partie basse, et qu'on va évacuer l'air vicié en partie haute. Du coup, on ne crée pas de mélange, notamment on ne mélange pas les poussières qui sont évacuées à l'air pur qu'on fait entrer, et donc on a une qualité d'air importante. Dans ce projet, on est en équipe avec un bureau d'études, HSEN, qui est un bureau d'études spécialiste de la qualité de l'air. L'ensemble des matériaux et même les procédures de nettoyage du bâtiment ont été faits en accord avec ce bureau d'études pour limiter au plus l'ensemble des polluants. Très concrètement, on a collaboré avec des médecins chimistes du BOT HSEN, Habitat, Santé, Environnement, pour retenir les meilleurs labels en termes de faible émissivité de COV. Les COV, c'est les composés organiques volatiles, c'est-à-dire les solvants. Dans le bâtiment, des matériaux sans solvants, ainsi que des matériaux qui ne sont ni cancérigènes ni mutagènes. On essaie de faire des projets avec un compromis environnemental, économique et énergétique. On ne peut pas faire les bonnes choses. Faire les bonnes choses, ça n'existe pas. On peut faire bien les choses. Donc, si on compare la paille aux autres isolants, la paille nécessite très peu d'énergie. Et quand on va du berceau au tombeau, on se retrouve avec un bilan en termes de gaz à effet de serre positif. La paille absorbe plus de CO2 qu'elle ne va en relâcher. Donc nous, en faisant le choix d'un matériau biosourcé, l'idée c'est que on démarre avec un bonus, le bâtiment, en énergie ou en bilan à gaz à effet de serre, en bilan carbone, soit consomme très peu à la construction d'énergie, mais encore mieux, grâce au bois et grâce à la paille, va capter plus de CO2 qui va en émettre. Donc on aura un bonus sur le CO2 et on aura un malus très minoré en termes de consommation d'énergie. La botte de paille est un matériau abondant.
En France, la production annuelle brute est de 50 millions de tonnes environ. Son utilisation actuelle dans la construction est de 5 000 tonnes par an. Si l'on envisage la construction de 500 000 logements sur une année, dans l'hypothèse peu probable où tous ces logements seraient isolés en bottes de paille, 2 millions de tonnes seraient nécessaires, soit 4% de la production. La botte de paille est un matériau technique. Elle doit respecter un cahier des charges strict, que ce soit pour sa fabrication, pour son stockage ou sa mise en œuvre. Son taux d'humidité doit être inférieur à 20%, sa masse volumique comprise entre 80 et 120 kg du mètre cube. Les ouvrages isolés en paille, conçus et construits conformément aux règles professionnelles de la construction paille, appartiennent aux techniques courantes de construction. C'est un matériau très intéressant. Alors, en termes de performance énergétique, vu l'épaisseur et le lambda, la capacité à laisser passer les calories de la paille, on arrive avec l'épaisseur de 36-37 cm à des niveaux d'isolation qui sont ceux recommandés pour des bâtiments passifs. Donc on arrive à faire un bâtiment super isolé, rien qu'à de la paille. Sur cet ESAT, on a un bâtiment qui est conçu avec de la paille et du bois, principalement de la paille et du bois, et puis un peu de watts également. Donc c'est des matériaux à chaque fois biosourcés. On a des toitures végétalisées avec de très fortes épaisseurs d'isolant, puisqu'on monte par endroits jusqu'à 50 cm d'isolant. Et du coup, on a un confort d'été, je le montrerai en termes de graphique, qui sans aucune intervention, un peu comme je le disais pour l'école, sans surventiler, sans climatiser, sans rien faire, et de base plutôt bon. Et donc, il n'y a pas grand-chose à apporter pour que ça devienne un confort excellent. Nous savons faire des bâtiments très bien isolés, qui n'ont quasiment plus besoin de système de chauffage. Nous savons faire des bâtiments qui n'ont pas besoin d'être climatisés et qui sont très confortables en été. Avec les ESAT, on a abordé la question de l'énergie grise et du stockage de CO2. L'énergie grise, c'est l'énergie nécessaire pour produire un matériau. Donc les matériaux biosourcés et leurs techniques de mise en œuvre nous permettent de réaliser de beaux bâtiments confortables, capables de stocker du CO2. Le but n'est pas de faire toujours plus, mais de faire encore mieux. Et de reproduire cette expérience dans d'autres bâtiments pour des écoles, des collèges, des logements. Le bâtiment de 1000 m² de plein pied est organisé en 3 pôles fonctionnels. Le grand atelier de 350 m² orienté au sud bénéficie de la meilleure orientation solaire et des vues cadrées sur le paysage. Les bureaux au nord sont en interface entre l'accès et l'atelier. L'atelier conditionnement de 170 m² est positionné au nord face à l'accès des livraisons. Les espaces de vie commune sont à l'est et traversant nord-sud. Donc un peu partout, on a cherché la meilleure efficience. La meilleure efficience, c'est l'optimum de moyens pour obtenir le meilleur service. Par exemple, notre toiture, si on a fait le choix du solaire, c'est pas tellement pour avoir un label BPOS, pas tellement pour faire un bâtiment à bilan énergétique positif. L'idée, c'était déjà de simplifier la toiture. On avait une toiture qui était plus complexe avec une toiture végétalisée en termes de poids, en termes de structure. En faisant le choix d'une toiture solaire, on allégeait la structure et en plus, on avait un avantage financier. Donc on a regardé à chaque fois les plusieurs facettes du problématique. On ne regarde pas que l'économique, on ne regarde pas que l'environnemental, on ne regarde pas que la performance, on ne regarde pas que la qualité de l'air. Comment abordons-nous la question de la norme de l'accessibilité ? Il y a la norme et il y a l'usage. Si l'on prend l'exemple des portes, la réglementation indique 80 cm de passage, c'est un minimum. Pour le confort d'usage, nous élargissons tous les passages, 100 à 110 cm pour les portes en intérieur, 120 cm pour les portes sur l'extérieur. Cela permet d'ouvrir la porte, de passer facilement, sans avoir à réfléchir, sans rentrer les bras sur son fauteuil, même en allant vite. Nous basons la conception sur les principes de l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est concevoir des bâtiments accessibles par tous, pour tous, sans distinction.